Cultination, bonjour. L'histoire a toujours quelque chose de nouveau à nous apprendre. De nombreux faits et coïncidences ne sont pas mentionnés dans les manuels scolaires. Comme vous le savez tous, la vie est une galerie pleine de hasards et de coïncidences que l'on côtoie quotidiennement. Et parmi ces nombreux hasards de la vie, on compte de nombreuses coïncidences beaucoup plus dingues que vous n'imaginez. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des coïncidences historiques plus mystérieuses qu'intéressantes. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Je mettrai les liens utilisés pour ce documentaire en description. La divinité à 7 têtes. L'une des plus grandes coïncidences du monde antique est une divinité à 7 têtes que l'on pourrait appeler une hydre ou un dragon multitête. Apparemment, il était vénéré par diverses civilisations, de Grecs anciens aux Aztèques du Mexique. Cet inconnu à 7 têtes a joué un rôle clé dans le culte religieux. Le chandelier à 7 branches des Hébreux est répertorié comme cette hydre à 7 têtes. Nous avons dans la Bible également une représentation bizarre d'une créature à 7 têtes a même été retrouvée en Russie, sculptée comme un ancien pétroglyphe 5000 ans auparavant. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi tant de cultures sont fascinées par cela? En effet, dans la tradition aztèque, cette divinité à 7 têtes est une déesse de la fertilité nommée Xicoméocoatl. Elle est décrite comme une femme avec 7 têtes de serpent. Au Mexique, les archéologues ont trouvé des représentations de la déesse tenant le soleil comme un bouclier. Ce bouclier semble être identique à un objet qui apparaît également dans un pétroglyphe russe d'une autre créature à 7 têtes. Ils sont presque exactement les mêmes, mais ils ont été dessinés à des milliers d'années d'intervalle et aux antipodes de la Terre. Ensuite, évoquons Manas, de la mythologie hindoue. Elle est la déesse reine des serpents, également représentée avec 7 têtes de serpent jaillissant d'une boule brillante derrière sa tête. Puis il y a la divinité à 7 têtes appelée Musham, vénérée par les Assyriens et les Sumériens, aussi porteuse de 7 têtes de serpent. N'oublions pas l'hydre légendaire de la mythologie grecque, les Grecs sont allés encore plus loin quand ils ont introduit la méduse. À la fin, les divinités à 7 têtes ont généralement des têtes de serpent et peuvent être trouvées partout dans le monde, et cela dans différentes cultures, différents endroits et à des moments différents. Les Égyptiens et les Mayas. Les Égyptiens et les Mayas amérindiens ne se sont jamais rencontrés. Ces personnes vivaient à des milliers d'années d'intervalle et à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. En ce qui concerne l'histoire, il était impossible que l'une ou l'autre des civilisations ait eu un impact ou une influence sur l'autre. Et pourtant, ils ont un nombre incroyable de similitudes, à commencer par les pyramides. Plus de 2000 ans après que les Égyptiens aient construit leurs pyramides, les Mayas ont construit les leurs également. Cela faisait partie des identités culturelles des deux peuples. Mais alors que les Égyptiens utilisaient leurs pyramides comme tombes, les Mayas utilisaient les leurs comme temples pour les cérémonies. Ils ont utilisé les pyramides pour des choses totalement différentes, mais il est toujours étonnant de penser que des structures similaires ont été construites. En ce qui concerne les hiéroglyphes, ces deux civilisations ont développé une série d'écritures manuscrites en utilisant des glyphes et des images qui transmettaient une signification importante. Mais encore une fois, les hiéroglyphes étaient différents pour chaque culture. Pour les Égyptiens, le scénario se lit de gauche à droite, mais pour les Mayas en zigzag. Une paire de glyphes, puis les glyphes suivants, puis les deux suivants. Cela a époustouflé les chercheurs qui essayaient de lire le script de gauche à droite alors que tout était faux. Ces deux cultures ont probablement inventé toutes ces choses par elles-mêmes, sans aucune influence d'un tiers divin. C'est juste une coïncidence majeure qu'avec l'architecture, l'écriture et même la religion, ces deux cultures soient pratiquement jumelles. La dame d'Elche. Elle a été découverte en 1897 en Espagne. Cet endroit est maintenant un célèbre site archéologique appelé la Alcudia. Il s'agit d'une sculpture qui représente une femme finement sculptée dans du calcaire. Les archéologues pensent qu'elle remonte au 4e siècle avant Jésus-Christ, mais personne ne sait exactement qui elle était censée être. Une théorie affirme qu'elle était la réincarnation d'une ancienne divinité connue sous le nom de Tanit, vénérée à Carthage. Tanit et son bon ami Baal-Hamon étaient les deux dieux les plus importants de Carthage. Elle était une déesse de la guerre et de la fertilité. Mais c'est là que les choses se compliquent. Au musée du Louvre à Paris, il y a un artefact du 4e siècle avant Jésus-Christ qui ressemble beaucoup à la dame d'Elche. Mais cet artefact est venu de très loin, du Bengale occidental en Inde. L'artefact n'est pas une sculpture, mais une petite plaque en terre cuite avec l'image d'une femme dessus. Cette femme ressemble étrangement bien à la dame d'Elche. Elles pourraient être jumelles, et pourtant elles se sont retrouvées à des mondes différents l'une de l'autre. L'artefact du musée est une représentation de dames avec des épingles à cheveux de bon augure.
C'étaient des déesses indiennes de la guerre et de la bataille, tout comme Tanit à Carthage était la déesse de la guerre. Est-ce juste une coïncidence ou si les déesses sont liées? Les historiens ne le savent pas. La véritable identité de la dame d'Elche reste également un mystère. Moloch est l'ancien taureau. Il n'y avait pas de divinité païenne aussi méprisée par presque tous les prophètes bibliques et sénateurs romains que Moloch. Moloch était le dieu cananéen du sacrifice d'enfants. Il avait un corps en bronze qui chauffait au contact des enfants qui finissaient malheureusement par périr. Les gens qui adoraient cette divinité étaient connus sous le nom de culte de Moloch. Et il a été dit, bien qu'aucune preuve physique réelle n'ait jamais été trouvée, la statue avait le corps d'un homme et la tête d'un taureau, et les archéologues tentaient de rechercher des indices de sacrifice réels. Les Cananéens n'étaient pas le seul peuple ancien à adorer un grand dieu taureau, ni les seuls à pratiquer le sacrifice humain. À Carthage, l'actuelle Tunisie, les sacrifices puérils étaient si courants qu'ils avaient un bosquet sacré et un temple dédié à leur dieu Baal-Hamon. Des fouilles archéologiques durant les années 1920 ont mis au jour des preuves de sacrifices dans la région. Passant à l'Égypte ancienne, ils adoraient une divinité taureau nommée Apis. Il était en fait l'un des tout premiers dieux à être associé à un animal, vénéré à l'origine il y a environ 5000 ans. Mais contrairement au dieu taureau des Cananéens, Apis n'était pas si meurtrier. Il représentait plutôt l'équilibre pacifique de l'univers. Certains pensent que les Cananéens ont pris l'idée d'Apis et l'ont transformé en leur terrifiant dieu Moloch. Chiens danois et vikings en Amérique du Sud. Les vikings pourraient très bien avoir été en Amérique du Sud environ 400 ans avant les Espagnols. Les preuves sont fragiles, mais c'est possible. Ils se seraient rendus au Groenland où ils sont établis des colonies qui ont vécu pendant des décennies. Ils ont également atteint la pointe nord-est du Canada jusqu'à l'île de Terre-Neuve. C'est là qu'ils ont installé la première colonie européenne permanente connue aujourd'hui sous le nom de Lance aux Meadows. Ils ne se sont jamais répandus dans le reste du Canada, mais ils y sont arrivés en premier. Et comme par coïncidence, certains experts disent que les Vikings sont même arrivés en Amérique du Sud avant tout autre Européen. L'un des plus grands contributeurs à cette étrange théorie concerne les chiens. En 1885, des chercheurs ont découvert une variété très particulière de chiens de berger enterrés dans une tombe inca. Ces chiens avaient été enterrés à côté de leur maître momifié. En effet, avant la conquête de l'Amérique du Sud, il était assez courant que des groupes comme les Incas soient enterrés avec leurs meilleurs amis canins. Cependant, la coïncidence est la suivante. Les scientifiques français Madeleine Friand et Henri Reichlen ont analysé le chien de berger et ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un descendant de chiens sauvages d'Amérique du Sud. Au lieu de cela, il était directement lié aux mêmes chiens qui ont été découverts enterrés au Danemark où les Vikings vivaient il y a 1000 ans. Ces chiens sont les mêmes, cela ne fait aucun doute. La grande question est maintenant de savoir comment les chiens danois ont pu atteindre l'Amérique du Sud avant les Espagnols. La seule explication raisonnable semble être que ce fut les Vikings qui sont arrivés avec leurs chiens il y a longtemps, puis en ont laissé quelques-uns avant de disparaître. Et voici une autre coïncidence frappante sur le site archéologique de San Agustín en Colombie. Des chercheurs ont trouvé des inscriptions vikings gravées sur des statues de pierre, puis à nouveau au Pérou. Ces runes sont identiques à ce que les Vikings utilisaient pour bâtir leur maison, ce qui signifie qu'ils s'étaient probablement arrêtés en Amérique du Sud et avaient interagi avec les habitants. Où sont-ils allés après et comment ils y sont même arrivés reste un énorme mystère. Ancien calendrier. Il existe deux systèmes de calendrier anciens qui partagent tant de similitudes qu'il semble presque impossible qu'ils se soient développés indépendamment l'un de l'autre. Du moins, c'est ce que pensait le chercheur David Kelly, la personne qui a publié un article sur le sujet en 2016. Bien que David eut toujours ses articles controversés, il affirme que les deux calendriers indiquent un contact direct entre les civilisations d'Eurasie et celles de la Mésoamérique il y a environ 1000 ans. Évidemment, cela transformerait tout ce que nous ont appris les archéologues traditionnels. Ils pensent que ce sont peut-être les sociétés précolombiennes qui se sont rendues en Asie car elles avaient soif d'exploration. Il est fort probable qu'elles aient voyagé jusqu'en Asie où elles ont emprunté l'idée du calendrier des Chinois. Une fois rentrées chez elles se sont appropriées le calendrier, d'où les similitudes entre les deux. Par exemple, les jours sont associés à des éléments comme l'eau et le feu, de même que pour les animaux. Les jours associés aux chiens cerfs et aux singes sont exactement les mêmes dans les calendriers mayas et chinois. Une chose encore plus choquante est que le jour associé au jaguar dans le calendrier maya est associé à un tigre dans le calendrier chinois. Et il en va de même pour le jour maya représenté par le crocodile correspond au jour chinois représenté par le dragon. Pensez-vous que cela soit une coïncidence ou c'est plutôt les Chinois qui se seraient approprié le calendrier maya ou l'inverse? Faites-le nous en commentaire. Momie chinoise.
Qui pourrait penser que la Chine eut aussi pas mal de points communs avec l'Égypte? L'une de leurs plus grandes similitudes était qu'ils transformaient aussi leurs morts en momies. Les Égyptiens enveloppaient leurs pharaons morts dans un tissu et les recouvraient d'or et d'œuvres d'art avant de les enterrer dans le sol ou dans des chambres. Les Chinois, quant à eux, enveloppaient également leurs morts dans du tissu et les couvraient de costumes de jade avant de les déposer au fond de grottes. Le processus chinois consistait à enfermer un membre de la royauté dans plus de 200 plaques de jade en les tissant avec des fils d'argent. Cependant, l'Égypte et la Chine ont bien plus en commun que la façon dont elles traitaient leurs morts. Les deux cultures gardaient des chiens comme animaux de compagnie. Elles chérissaient toutes les deux les articles de luxe et avaient une fascination pour les huiles et les parfums. Il y avait des cultes aux morts alors que les rituels complexes et les coutumes funéraires n'étaient pas exactement les mêmes. Les deux cultures avaient une fascination troublante pour la mort et ce qui venait après. Elles sont allées même jusqu'à inventer des rituels pour donner un sens aux enfers. Selon vous, quelles sont les momies les plus extravagantes? Les momies bandées et les sarcophages dorés ou les momies plaquées de jade? Romulus et Moïse. L'histoire de Romulus et Rémus, les fondateurs présumés de Rome, partagent d'étranges similitudes avec les histoires de Moïse et l'histoire d'Osiris, le dieu égyptien. Le thème général entourant ces anciennes légendes est qu'ils ont commencé leur vie en flottant au long d'une rivière. Ils étaient tous exilés dans l'espoir d'échapper aux persécutions d'hommes menaçant leur vie dans leurs royaumes et époques respectifs. Toutes ces histoires sont presque exactement les mêmes depuis la fondation de la Rome antique jusqu'à la religion de l'Égypte ancienne et à la Bible. Dans le cas de Romulus et Rémus, les frères jumeaux ont été volontairement laissés porter par un fleuve italien nommé le Tibre. Ils ont été placés dans un panier par leur mère, la princesse Rhea, qui se lit Ria, qui voulait les protéger du méchant roi Amulius. Ils ont finalement été retrouvés par une louve qui les a ensuite élevés comme ses enfants. Dans le cas d'Osiris, il devait entrer dans un navire flottant avec son frère Seth, qui l'enferme ensuite à l'intérieur et l'envoie flotter sur le Nil tout seul. Il est finalement retrouvé et sauvé par la reine d'Égypte. Puis il y a Moïse, qui a également été envoyé au Nil dans un panier par sa mère pour le protéger du pharaon, qui essaie de tuer tous les bébés garçons. Cette fois, c'est la fille du pharaon qui a découvert Moïse et l'a élevé comme le sien. Personne ne sait pourquoi toutes ces histoires sont si similaires, bien qu'il y ait des chances qu'elles se soient inspirées l'une de l'autre pendant des milliers d'années. Les grands Stonehenge. Personne ne sait pourquoi les anciens ont construit des Stonehenge en pierre partout dans le monde. Partout où les civilisations anciennes se sont élevées, des Stonehenge d'énormes rochers ont été construits. Stonehenge s'est avéré être le plus célèbre. Il est situé dans l'Angleterre rurale, mais la vérité est que des charnières en pierre similaires peuvent être trouvées sur tout le chemin des montagnes glaciales dans les déserts chauds. Nous avons les pierres de Carnac, en Bretagne, en France, constituées d'un groupement de plus de 3000 pierres qui existent depuis 4500 avant Jésus-Christ. Il y a le Rumj el-Hiri, en Israël, un monument mégalithique de plus de 40 000 roches qui a été créé vers l'an 3000 avant Jésus-Christ et son but reste encore inconnu par les archéologues. De plus, il y a en Espagne, dans d'autres pays de l'Europe et dans plusieurs pays d'Afrique. Il y a de nombreux cercles de pierre tout autour du Royaume-Uni. Le cercle de pierre de Drambag en Irlande, les pierres Rite rurales en Angleterre et les pierres Callanish en Écosse. Les similitudes entre les différentes structures de pierre sont étranges et pourtant personne ne peut déduire la raison pour laquelle nos anciens ancêtres semblent tous avoir eu la même idée de construire la même chose en même temps. À quoi cela pouvait bien leur servir? Donnez-nous vos suppositions en commentaire. L'ancien réseau. Il existe une affirmation assez intéressante qui dit que les gens de l'âge de pierre ont créé un énorme réseau souterrain de tunnels il y a 12 000 ans. Ces tunnels étaient censés être utilisés comme d'anciennes autoroutes pour relier diverses civilisations depuis l'Écosse à l'île de Grande-Bretagne jusqu'en Turquie à la frontière de l'Europe et de l'Asie. Selon l'archéologue allemand Dr Henrik Kusch, il existe des preuves de ce mystérieux système de tunnels si vous savez où le chercher bien évidemment. En Bavière, des archéologues ont découvert un tunnel souterrain d'environ 2100 pieds, soit 640 mètres de long. C'est plus que le double de la hauteur de la Tour Eiffel. En Autriche, ils en ont trouvé un autre d'environ 1000 pieds, soit 304 mètres de long. Ce n'est vraiment pas pour les claustrophobes, car la plupart des tunnels sont juste assez larges pour qu'une personne puisse y glisser lentement. On y trouve toutes sortes de tunnels cachés sous les anciennes colonies néolithiques. Le seul problème est que ces tunnels ne se connectent pas réellement. La plupart ne sont que des tunnels aléatoires de quelques centaines de mètres de long, ressemblant à d'énormes trous de Gopher, qui est une norme de communication numérique conçue en 1991. Pourtant, le Dr Kusch insiste sur le fait qu'il formait autrefois un réseau complexe comme un nid de fourmis souterrain à travers toute l'Europe continentale.
Comment sont-ils parvenus à tout creuser à la main reste une question très difficile à expliquer. La plupart des archéologues pensent que ces tunnels n'étaient que des niches utilisées par les villageois locaux pour s'échapper en période de violence. Mais vu qu'ils sont en effet anciens, il est difficile de prouver ou de réfuter une théorie spécifique. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Laquelle de ces coïncidences trouvez-vous la plus incroyable? Dites-nous tout en commentaire. Avez-vous envie de savoir comment s'explique le fait que le chiffre 1,618034 détient le secret de l'univers? Alors allez regarder notre vidéo qui vous explique tout sur ce chiffre clé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À très bientôt. Tchuss!